Deuxième partie du cours. Voyons la loi de Boyle-Mariotte. Alors, le constat, c'est qu'à la différence des solides et des liquides, les gaz, eux, sont compressibles. En prenant l'exemple d'un ballon, on remarque que quand on descend, le volume du ballon diminue, alors que la pression ambiante augmente. Et en remontant, le volume du ballon, lui, augmente, alors que la pression ambiante diminue. C'est pour ça que quand vous prenez l'avion, vous sentez que vos oreilles travaillent légèrement. Bon, c'est la même chose en apnée, mais dans le sens inverse. Plus vous descendez, plus la pression va être forte, plus les gaz vont être soumis à une compression. Et la loi de Boyle-Mariotte décrit les effets de la pression sur les volumes gazeux. Alors, l'énoncé de la loi, c'est à température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il subit. On peut l'écrire pression fois le volume égale constante ou P1V1 égale P2V2 égale constante. Exemple. Calculez le volume d'un ballon de 10 litres en surface à 10 mètres de profondeur. En surface, la pression elle est de 1 bar et le volume est donc de 10 litres. À 10 mètres de profondeur, la pression est donc de 2 bars et le volume de, attention on fait un calcul savant, 1 bar fois 10 litres divisé par 2 égale 5 litres. En conséquence, le corps humain comporte des volumes gazeux. Poumon, oreille moyenne, sinus. On pourrait même aller jusqu'à système digestif. Ces volumes sont directement soumis aux effets de la pression. Et ces variations de volume sont à l'origine des barotraumatismes et des accidents barotraumatiques évidemment. Alors, où est-ce que la variation de pression va être maximale? Elle va être maximale entre la surface et 10 mètres. C'est ici qu'on double la pression. Je vous montre avec une petite seringue. Ça correspond à quoi cette variation de pression? Et on a toujours un volume constant. Ici, on a 1 litre. On appuie sur la seringue. On diminue le volume par 2. Donc on n'a plus que 0,5 litres. Mais on a 2 bars de pression. Etc. Là, on rediminue encore un petit peu. On est à 3 bars de pression. Et là, on pousse encore. Donc, par rapport au départ, on a diminué par 4. On a donc 4 bars de pression. La pression atmosphérique, c'est la pression que vous avez au niveau... qui va nous intéresser, c'est la pression au niveau de la mer. Vous voyez que plus vous montez, plus la pression va diminuer. Au niveau de la mer, la pression est de 1 bar. La pression hydrostatique, c'est la pression qui exerce l'eau sur vous. Donc à 10 mètres, la pression hydrostatique est de 1 bar. Mais la pression totale, elle est pression atmosphérique plus pression hydrostatique, c'est-à-dire de 2 bars. En formule mathématique, pour les petits matheux ici, donc, la pression absolue, c'est pression atmosphérique plus pression hydrostatique. Et c'est la réelle pression à laquelle vous êtes soumis quand vous êtes en profondeur. Alors regardez, un petit tableau pour montrer l'évolution de la pression. La pression atmosphérique, elle ne va pas bouger, forcément, puisqu'on est au niveau de la mer. La pression hydrostatique, en fonction de la profondeur, elle va évoluer. À 3 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres, à 40 mètres. Donc la pression absolue, elle va être le résultat de l'addition de ces deux pressions-là. À 20 mètres, on a donc une pression absolue de 3 bars. À 30 mètres, on a une pression absolue de... J'entends pas la bonne réponse. À 30 mètres, donc oui, de 4 bars, c'est ça, exactement. Donc pour vous familiariser avec ce concept, on peut dire qu'elle double entre 0 et 10 mètres. Et pour encore doubler, il faut aller de 10 à 30 mètres. Et pour doubler encore, de 30 à 70 mètres. Vous voyez, c'est vraiment les premiers mètres où la pression varie le plus. Petit schéma pour vous montrer quand Boyle-Mariotte, lui, rencontre Archimède. Pourquoi ils se rencontrent ces deux-là? Non pas ils étaient sur Tinder, mais tout simplement parce que comme on a vu que la poussée d'Archimède était liée au volume de l'objet, plus on va être profond, plus le volume va diminuer.
Donc quand ces deux-là se marient, ça nous donne ces courbes-là, où vous voyez par exemple, si vous êtes en lac, donc lac c'est de l'eau douce, très bien José, et bien l'eau douce, elle, alors vous allez être avec 2 kilos, on est d'accord, vous êtes à la surface, allez, on commence la plongée, vous êtes en poids apparent de 5 kilos, donc vous flottez, c'est super. Allez, là on est à 5 mètres de fond, vous flottez toujours, vous avez un poids apparent de 2 kilos. Allez, là on approche 10 mètres, on commence à avoir un poids apparent presque nul, on est à 0, flottabilité neutre. Et ça y est, à partir d'ici on rentre en flottabilité négative. Vous allez pouvoir vous laisser aller, on se laisse aller, donc c'est-à-dire le free fall, on ne palme plus, on reste bien en position, et on descend tout seul sans aucun problème, sans aucun effort. Donc à 30 mètres, là où votre poids apparent va être le plus important, c'est forcé puisque c'est votre profondeur maximale où vous allez aller sur ce schéma. Donc on voit que votre poids apparent est égal à 2 kg. Et c'est maintenant qu'il va falloir envoyer les watts pour pouvoir remonter à la surface. Donc là on fait le chemin inverse, donc là il va falloir palmer. Allez, on y va, on envoie les watts, on envoie les watts. Ici on arrive à notre flottabilité neutre. Ça permet de se relâcher, on peut ralentir un petit peu le palmage. Et ici, on peut carrément l'arrêter puisqu'on va se faire aspirer par la surface et on va remonter tout seul. Voilà. L'influence du lestage en image. Si vous êtes à 4 kg, imaginez vous êtes lesté à 4 kg, vous voyez que c'est bien, vous êtes toujours positif, mais par contre, vous allez être négatif à peine à 5 mètres de fond. Donc, c'est moins sécuritaire. Parce que imaginez qu'il y a une petite syncope qui se produit aux 10 mètres, et bien vous allez retomber. Alors qu'ici, avec les 2 kg, au 10 mètres, il y a de grandes chances que vous puissiez remonter. Alors les accidents relatifs à cette loi, la loi de Boyle-Marlott. Les plaquages de masque. Donc vous savez, quand on descend, il faut compenser le masque, il faut souffler dans son masque pour compenser le volume. Les sinus, les oreilles, ça c'est avec les manœuvres de compensation. Les dents, c'est très important de faire des bilans dentaires avec son dentiste tous les ans. Imaginez que vous avez une carie mal soignée, qu'une bulle se coince dans une dent. À la descente et à la remontée, pouf, ça peut exploser. Donc le feu d'artifice de dents dans une bouche, je pense, c'est pas super agréable. Ensuite, les intestins. Ah oui, parce que bon, on a de l'air, ça arrive, d'avoir de l'air dans les intestins, ça peut servir de ballast. Mais là, imaginez à la remontée, l'air se détend. Vous pouvez voir les petits problèmes que ça peut causer. Bon, heureusement que la combinaison est fermée. La surpression pulmonaire. En apnée, ça peut arriver, mais uniquement si vous faites des bêtises. Donc là, vous avez les poumons, imaginez à 10 mètres, qui sont pleins. On se demande pourquoi, ils sont à leur volume total. Et à la remontée, ils vont doubler. Sauf que la cage thoracique, elle n'est pas extensible. Donc surpression thoracique et l'œdème pulmonaire d'immersion. Alors ça, on va voir à quoi ça correspond juste après. Donc en schéma, les zones sensibles, sinus, frontaux, maxillaire, le masque, les petites dents, les poumons évidemment, et les intestins. Le plaquage de masque, comme je vous ai dit, à la descente, le volume va diminuer jusqu'à atteindre la limite d'élasticité. Et au-delà, donc ça va vous aspirer les yeux. Une petite succion d'œil comme ça, je ne sais pas vos goûts, mais moi c'est pas ce que je préfère. Et donc ça, les symptômes, vous allez vous sentir aspirer, une bonne douleur oculaire, et alors sortir un œil rouge ou alors au beurre noir, en fonction de la pression qui a été exercée dessus, saignement de nez, et puis vous allez avoir la vision un petit peu trouble, vous n'allez plus pas trop voir ce qui se passe en face de vous. Donc pour compenser ça, il faut souffler par le nez. La prévention, comme je vous dis, on souffle à la descente, en alternant nez, compensation des oreilles, nez, compensation des oreilles. Et c'est pour ça qu'il faut adapter le masque à sa discipline. Si on descend avec un masque de plongée, alors ok, on a une superbe vision, mais par contre on a un très gros volume. Donc il va falloir souffler encore plus. Alors que si on a un petit masque, le volume va être plus faible, donc on aura besoin de beaucoup moins compenser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas descendre avec des lunettes de piscine, au-delà de 2 mètres on va dire. Parce que là vous ne pouvez pas compenser, sauf si vous arrivez à faire passer de l'air par votre canal lacrymal, ce qui n'est pas dû à tout le monde, mais qui est possible. Ou alors, il faut utiliser des lunettes d'apnée, qui se compensent soit toutes seules, soit que vous remplissez par un volume d'eau. Alors, les sinus.
Donc les sinus, vous savez, c'est des petites cavités aériennes hein, dans le massif facial. Elles communiquent par le nez, avec des orifices. Des fois on dit on a le nez congestionné, on a le nez pris, et bien ça c'est dû au sinus. Mais si on a le nez pris et les sinus congestionnés, l'air ne va plus passer dedans. Ou alors avec difficulté. Ça veut dire qu'on ne pourra plus égaliser les sinus à la descente. Et à la remontée. Parce que ça aussi ça arrive. Donc, vous descendez, imaginez vous arrivez. Mais à la remontée, l'air n'arrive pas à repasser à l'inverse. Et vous allez avoir des douleurs tout pareilles. Donc les symptômes, c'est une douleur aiguë. Le front, au fond de l'œil, les dents, la pommette. Ça peut aller jusqu'à une syncope. Donc ça peut être dangereux. Saignement de nez, bon bah oui effectivement, hein, à force d'abîmer ses sinus. Donc si on saigne du nez, normalement il faut arrêter, il ne faut pas dire ouais, c'est bon, ça s'est débloqué, on peut y aller. Si imaginez vous saignez du nez, ça peut se reboucher après. Donc les conduites à tenir, c'est toujours pareil, on arrête et on va voir le médecin ORL. Donc la prévention, c'est quand on est enrhumé, est-ce qu'on plonge ou on plonge pas? Bah non, on plonge jamais. Est-ce qu'on force? Non, on ne force jamais. Est-ce qu'on utilise des produits décongestionnants? Non, très mauvaise idée. Pourquoi? Tchac, on se met un petit coup de décongestionnant. Super, à la descente, ça passe nickel. Et puis, à la remontée, le produit a pu faire effet. Qu'est-ce qui se passe? L'air que vous avez envoyé dans les sinus, là, n'arrive plus à repasser. Et comme il n'arrive plus à repasser, cet air, les sinus, bon, ils vont vouloir se dilater, sauf qu'ils ne peuvent pas, puisque c'est une cavité osseuse. L'air va pousser, ça peut créer des gros problèmes, des fractures de sinus, par exemple. Les barotraumatismes des oreilles. Donc ça, je pense que vous êtes au courant de ça. Pourquoi? On a la pression à l'intérieur du corps, on va dire ici. Le tympan qui sert de surface étanche. On va dire c'est la rustine qui bouche entre le conduit auditif et l'intérieur du corps. Et ici, on a toute la pression totale, donc hydrostatique plus la pression atmosphérique. Donc il va falloir compenser, parce qu'ici la pression va appuyer de plus en plus fort, donc le tympan lui va se creuser comme ça. Et donc nous, le but du jeu, ça va être d'envoyer de l'air par la trompe de stage, pour que le tympan retrouve sa belle forme toute plate. Donc comme vous voyez, à la descente, là, surface, équilibre des pressions, super. À la descente, on va avoir plus de pression ici, à l'extérieur, logique, donc ça va se déformer. Et il va falloir envoyer de l'air dans l'oreille pour compenser. C'est ce qu'on fait. Et l'air provient où? De la gorge, du pharynx. Alors, il ne faut surtout pas forcer à la compensation. Il faut y aller, c'est une maîtrise technique. Donc, on peut travailler la compensation avec un autovent. Je vais vous montrer des petites photos après. Il faut apprendre à se détendre, être relâché. Plus vous êtes détendu, plus vous allez réussir la compensation. Il ne faut jamais compenser à la remontée, évidemment, comme on l'a vu. Il ne faut pas se mettre à l'eau en cas de rhume. Et il faut aussi faire attention, par exemple, aux disciplines de poids variable, parce que vous descendez très vite. Donc si vous avez une mauvaise compensation, ou une mauvaise technique surtout, vous n'allez pas être capable de compenser en temps et en heure. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Il faut déjà bien maîtriser la compensation, en y allant doucement, pour pouvoir après s'envoyer sur des vitesses plus rapides. Donc ce que je vous expliquais, le tympan lui se déforme, et c'est pour ça, et ça vient de là, cette douleur. Alors, est-ce que vous êtes belle trompe? Il y a 48% de la population qui a un équilibrage facile, parce que la trompe est droite. 30% qui c'est un peu plus compliqué, parce qu'elle est un peu coudée. Et 22% de la population, alors là, pour eux ça va être un peu galère, parce que leur trompe elle est vraiment trop biscornue. Alors ça, c'est une diapo, c'est un peu pour rassurer les gens qui n'arrivent pas à compenser. Mais bon, c'est des excuses un petit peu faciles. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas à compenser, mais c'est très rare, c'est vraiment de rares cas et c'est pathologique. Mais la plupart du temps, c'est par une mauvaise maîtrise de ces muscles péristéens. Donc c'est les muscles qui permettent d'ouvrir sa trompe d'Eustache et donc d'envoyer de l'air vers son oreille. Et ça, il y a plein d'exercices. On verra ça dans une autre vidéo, mais il y a plein d'exercices pour apprendre à compenser et à bien maîtriser ses muscles, à bien maîtriser sa trompe, ou ses trompes. Alors, les conséquences de Boyle-Marriott. Donc on a vu la compensation. Alors, est-ce que vous connaissez toutes ces
manœuvre de compensation. La BTV, alors ça c'est la reine. Là, on va dire, c'est l'équilibration, c'est obtenu par un mouvement volontaire, musculaire. Donc vous allez ouvrir vos trompes parce que vous avez dit, j'ouvre mes trompes. Pour ça, il faut prendre conscience qu'on a des muscles aussi. Donc, il faut trouver sa bonne position des muscles du voile du palais et du spharynx pour l'ouverture des trompes d'Eustache. Et là, l'air compense naturellement, pas d'effort, c'est génial. Mais c'est très dur, il y a beaucoup de gens qui n'y arriveront jamais. Frenzel, c'est elle qu'on connaît le plus en apnée. C'est l'équilibration des pressions. C'est obtenu en contractant la base de la langue refoulée au maximum vers le haut et en arrière. En fait, on se sert de la langue comme piston. Donc, pour ça, il faut surtout avoir la glotte fermée. Sinon, l'air va retourner dans les poumons. Et là, c'est embêtant parce que pour la remonter dans la bouche, en fonction de la profondeur, ça va pas être la même chose. Le mousse-fil. Est-ce que le mousse-fil, c'est vraiment une méthode de compensation? Le mousse-fil, c'est surtout une méthode de recharge. C'est-à-dire, donc, on va faire revenir de l'air dans la bouche. Et pour l'utiliser comme réserve et déplacer la langue, comme le Frenzel, pour renvoyer l'air dans les sinus et dans les oreilles. Le Valsalva, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Les plongeurs peuvent l'utiliser, parce qu'ils n'ont pas de problème de pression, étant donné que c'est de l'air comprimé qui respire. Et il ne faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que déjà, à partir d'un certain moment, on n'a plus d'air, comme vous avez vu, à 20 mètres. On a déjà les poumons qui sont réduits de moitié, donc pour souffler, c'est encore plus compliqué. En plus, c'est brutal parce qu'on mobilise ses poumons en soufflant, donc on peut avoir des petits accidents, on peut les blesser, ses poumons. Et comme on force, ça favorise les syncopes. Pourquoi? Parce qu'on a un nerf qui passe dans le thorax et dans l'abdomen, c'est le nerf vague. Et en forçant, on le comprime, et en le comprimant, on l'active. Et vous avez déjà entendu parler des malaises vagaux, ou un malaise vagal, parce que c'est une suractivation du nerf vague. C'est le nerf qui calme, mais bon, évidemment, si on le suractive, ça calme trop, et on tombe dans les pommes. Les vertiges alternobariques. Qu'est-ce que c'est? C'est la différence de pression entre les deux oreilles moyennes. Bon, vous avez une oreille là, mais imaginez, vous avez une autre oreille. Je pense à peu près tout le monde est fait comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous allez réussir à compenser, mais vous n'allez pas bien compenser de l'autre oreille. Et bien là, le problème, c'est que ces deux oreilles internes ne vont pas avoir la même pression, donc pas les mêmes informations. Ils vont se demander ce qui se passe, et là, bug système, erreur 404. Vous allez voir le monde tout autour de vous qui va se mettre à tourner, parce que ce qui donne l'équilibre, c'est votre oreille interne. Et donc ce vertige, ça peut durer quelques secondes à quelques minutes, mais c'est assez dangereux parce que, imaginez, vous êtes déséquilibré, vous retournez la tête dans l'eau, vous ne savez plus comment sortir. Donc suivant la gradation du vertige et de sa durée, il faut arrêter ou pas l'activité. Si c'est un tout petit vertige, bon, c'est passé, ça va, on peut continuer. Mais si c'est un gros vertige, allez hop, on arrête, on se met sur le bord. Évidemment, toujours consulter l'ORL. Évitez les culbutes. Pour le virage, même si c'est le virage, faut pas l'éviter, faut être vigilant, c'est surtout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence de pression d'un coup. On plonge, et là, fouf, ça remonte comme ça. Alors si on n'est pas bien équilibré, qu'on plonge un peu sur le côté, il y a une oreille qui n'a pas la même pression que l'autre. Donc il faut faire attention. Ce que je vous ai expliqué, le barotraumatisme des dents, donc c'est quand, hop, on a des petites bulles d'air qui se cachent ici, des bubules, et puis elle a remonté, la bubule, elle se dilate, et là, donc ça va appuyer sur le nerf, donc ça va faire mal, mais ça peut faire aussi éclater les dents si ça n'arrive pas à ressortir, et là, pouf, tout explose. Donc là, on arrête, de toute façon, je pense que vous n'allez plus vouloir plonger. On va consulter pas un ORL cette fois-ci, mais un dentiste. Les préventions, on se brosse les dents, et on va sûrement voir le dentiste. Le barotraumatisme des intestins, de l'air qui s'accumule dans l'intestin, on descend, ça se comprime, super, à la remontée, ça n'arrive pas à repartir dans tout le conduit, donc ça va se dilater là, et là ça peut faire très très mal. Donc là, attention, dégazage autorisé. Il n'y a pas besoin de filtre antiparticules, on a la combinaison, c'est ça le principal. Pour éviter ça, à votre avis, on fait quoi? On évite les producteurs de méthane pendant les repas qui précèdent les plongées, tout ce qui est cassoulet et autres réjouissances. Alors, la surpression pulmonaire, je vous en ai parlé tout à l'heure. Normalement, ça ne concerne pas les apnéistes. Pourquoi? Parce que les apnéistes sont malins, sont intelligents, ils ne font pas de bêtises. Mais des fois, apparemment, il y a des plongeurs qui font quand même de l'apnée, donc c'est pour ça que je vous l'explique.
Donc, la surpression pulmonaire. On va partir de la base. Quand on respire, on fournit de l'oxygène. C'est le carburant essentiel, d'accord. Et on rejette du CO2. Il y a un échange entre l'air contenu dans les poumons et la circulation sanguine. Donc on transporte de l'oxygène et le CO2. Ces échanges se font au niveau des alvéoles. Les alvéoles, ça met en contact l'air et le sang. Ces alvéoles sont extrêmement fragiles, d'accord ? Et sont directement touchées en cas de surpression pulmonaire. Le phénomène physique qui entraîne la surpression pulmonaire est simplement l'application de la loi de Mariotte. L'air inspiré en profondeur, attention, pourquoi là ? Se dilate à la remontée. Donc si cet air n'est pas rejeté, le volume des poumons augmente, et si la limite d'élasticité des alvéoles pulmonaires est dépassée, et paf, elles explosent. La surpression pulmonaire, c'est un accident très grave qui peut amener à des paralysies, au pneumothorax et même à la mort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? En tel cas, on sort la personne, on l'amène directement aux urgences, on appelle les secours. Comment éviter ? Comment éviter cet accident tout bête ? Il faut expirer normalement à la remontée. Ça permet d'éviter cet accident. Mais bon, nous, normalement on n'a pas besoin d'expirer puisqu'on part avec un volume. Le même volume à la surface, on ne prend pas de volume au fond. On est d'accord ? Mais imaginez qu'il y ait des petits malins qui respirent dans une grotte au fond, parce que l'air dans la grotte, elle est sous pression. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez regonfler vos poumons au maximum, donc on va dire, je sais pas, vous avez une capacité pulmonaire de 8 litres, hop, on prend les 8 litres alors que vous étiez à 4 litres, parce que vous étiez déjà à 10 mètres. À la remontée, vos poumons, ils vont vouloir faire 16 litres. Non, ça c'est pas possible. Et donc, c'est là que ça va faire des problèmes. Donc, on ne respire pas d'air dans les grottes, on ne respire pas d'air à un détendeur de plongeur. Et si c'est le cas, parce que vous avez fait une bêtise, je ne sais pas pourquoi, il faut souffler. Mais des fois, ça ne marche pas, parce qu'on a des spasmes de la glotte. Donc la glotte, elle reste bloquée, à la remontée, vous paniquez, et là, la surpression pulmonaire arrive. Vous allez sentir une gêne respiratoire, une douleur thoracique, certaines crises épileptiques pour certains, des formes de paralysie, un état de choc, une syncope. Donc comme je vous disais, ne jamais bloquer sa respiration lors de la montée, surtout si vous avez inspiré de l'air. Il faut faire gaffe aux remontées rapides, il faut penser à insister sur l'expiration. Il faut absolument déconseiller de donner de l'air à un apnéiste, on est d'accord, oui ou non ? Parce que lui, il n'a pas l'habitude de monter, contrairement au plongeur qui fait tout ça. Ça, c'est pour les bulleux. L'apnéiste, lui, il fait pas ça, il garde son air, il est malin. Il gaspille pas. Donc, voilà. Le principal facteur, surtout, on ne respire pas d'air. On ne respire pas d'air où ? En profondeur. Puis voilà, et c'est tout. Et là, on évite ça. Alors, vous allez me dire, on peut aussi le faire avec la carpe. Mais là, déjà, il faut carper comme un monstre pour se faire mal. Et on ne carpe jamais quand on n'est pas entraîné, quand on ne sait pas assouplir la cage thoracique. Sinon, c'est idiot. Alors, je vous montre le petit mécanisme. Le gaz n'a pas le temps de s'échapper. Voire de l'asthme aussi, mais ça, c'est pareil, c'est que pour les bulleux. Donc allez, hop, on passe. Encore un joli petit schéma des poumons. Voilà, nos bronchioles et les alvéoles. Là, les petits sacs, les alvéoles, c'est ça qui se déchire. Alors des fois, oui, quand même, il y a une malformation qui peut se produire chez certaines personnes. C'est une malformation anatomique. Il y a de l'air qui va se bloquer dans différents endroits du poumon. Donc vous n'avez pas respiré d'air, c'est bien que vous avez été malin. Mais par contre, il y a l'air qui est mal réparti. Et donc à la remontée, peut y avoir donc une partie du poumon qui va, entre guillemets, exploser parce que les bronches à clapet vont piéger de l'air à un seul endroit. Mais ça, normalement, avec une visite médicale, ça se détecte. Alors, petit schéma des poumons. Pourquoi les embolies artérielles et gazeuses, emphysème du médiastin, emphysème sous-cutané, pneumothorax. Ça, c'est les séquelles de la surpression pulmonaire. L'embolie artérielle gazeuse, ça veut dire qu'il y a du gaz qui passe dans le sang. Ça fait des bulles. Emphysème du médiastin, pareil, le médiastin est ici. C'est l'espace pour le cœur, on va dire. Il y a de l'air qui passe ici, ça va comprimer le cœur. L'emphysème sous-cutané, vous avez la peau qui croustille, un peu comme le poulet, quand vous l'avez bien fait cuire.
Ou alors le pneumothorax, c'est de l'air dans les 2 cavités pleurales ici. Et ça, hein, je vous le dis, mais c'est un peu pénible pour respirer avec, quoi. Donc voilà, je vous l'ai décrit. L'emphysème du médiastin. C'est donc le gaz est forcé de passer à travers le tissu pulmonaire dans la cavité médiastinale. Le pneumothorax, c'est de l'air dans la plèvre. Donc il n'y a plus de vide pleural, donc il y a un affaissement des poumons. Et là, perte de la fonction respiratoire. Alors, les symptômes, c'est une oppression thoracique douloureuse, une sensation de manque d'air, une toux sèche. Vous pouvez faire ça aussi des fois. Le pouls, vous allez avoir une tachycardie, une chute de tension. Alors, la déchirure des parois des poumons, c'est très rare parce que là, il faut vraiment y aller. Un petit crépitement gazeux sous la peau du cou, ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est l'emphysème de la peau. Et en conséquence, la mort. Transfert sanguin pendant l'immersion. Lors d'une immersion, le corps se retrouve comme en apesanteur. Donc, au lieu d'avoir la masse sanguine attirée par la gravité vers le sol, donc les jambes, le sang se répartit plus uniformément. Donc, il y a plus de sang autour du bloc cardio-pulmonaire. C'est le gradient de pression hydrostatique, d'accord? Si vous êtes sur la terre ferme, le sang va être attiré par la gravité. C'est pour ça que pour les personnes qui sont toujours debout, c'est bien de mettre des bas de contention. Ça évite de se faire dilater, d'avoir des varices, tout ça. Imaginez vous êtes à moitié immergé. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup moins de sang attiré dans les pieds. Ça va remonter ici. Et là, totalement immergé, vous voyez qu'il y a beaucoup de sang autour des poumons. D'accord? Il y a une redistribution de la masse sanguine vers le haut du corps, jusqu'à 1 litre de sang. Il y a une augmentation du retour veineux et une augmentation du volume d'éjection systolique. Et une augmentation de la diurèse. Vous savez, quand vous êtes dans l'eau, vous avez souvent envie d'aller faire pipi. Pourquoi? Parce que vous avez des capteurs dans l'aorte qui va vous dire « Ouh là là, je sens qu'il y a beaucoup plus de volume sanguin que d'habitude, donc s'il y a trop de volume, il faut que je l'élimine. Donc je vais aller faire pipi pour éliminer tout ce volume. » Mais en fait, c'est juste que ce capteur, il est un petit peu perturbé, parce qu'il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Donc c'est pour ça que vous avez envie de faire pipi quand vous êtes dans l'eau. Pourquoi je vous parle de cette redistribution du volume? C'est pour vous parler du blood shift. Le blood shift, c'est quoi? C'est du sang, une redistribution du sang autour du bloc cardio-pulmonaire pour protéger les poumons lorsque vous allez descendre, d'accord? L'œdème pulmonaire d'immersion. C'est un accident pas fréquent, mais qui peut vraiment arriver facilement si on ne fait pas attention. L'œdème pulmonaire d'immersion, c'est quand le sang va être attiré à l'intérieur de l'alvéole. Pourquoi? C'est quand il y a une différence de pression trop importante entre les poumons et le capillaire. D'accord? Donc là, on est dans les poumons. La pression va être toute petite à cause et là, le gradient de pression du sang va remonter. Donc c'est du passage de liquide de la circulation sanguine dans les poumons. Je recommence. L'œdème pulmonaire d'immersion. L'œdème pulmonaire d'immersion, c'est à cause d'une différence de pression trop importante entre l'alvéole, donc le poumon, et le capillaire. D'accord? Donc la précharge. Dans le capillaire, on a le blood shift que je vous dit tout à l'heure. Donc on a un afflux de sang ici, qui va se mettre pour protéger les poumons. Avec le front, on a une vasoconstriction, donc ça amène plus de sang vers le centre, puisqu'on n'a plus de sang dans les mains, on va dire. Et une hyperhydratation. L'hyperhydratation, donc si vous buvez trop, ça va amener encore plus de liquide ici, dans le capillaire. D'accord? Alors, là, on va avoir une grosse pression ici, et donc le sang va être attiré à l'intérieur de l'alvéole, puisque la somme des pressions va être négative ici. Ok? Donc le sang va vouloir passer. Donc au début, c'est juste le passage de liquide dans la circulation sanguine, dans les poumons. Mais après, ça peut être carrément un passage de sang. Donc c'est la conséquence d'une augmentation du gradient de pression de la partie haute des parois, des capillaires. Et ça peut aller jusqu'à une rupture de la barrière alvéo-capillaire. Elle est ici, cette barrière alvéo-capillaire. Il y a plusieurs paramètres qui contribuent à cette situation. Donc je vous ai dit, ça commence par une augmentation de la pression artérielle pulmonaire en amont des alvéoles.
Donc à cause du blood shift, cette redistribution du volume sanguin, en raison de l'augmentation de la pression qui s'exerce sur le corps du plongeur, la diminution de la pression intra-alvéolaire ainsi que la contraction des capillaires alvéolaires et des vaisseaux en périphérie jouent également un rôle dans l'apparition de l'OAP, œdème pulmonaire d'immersion, ou œdème aigu pulmonaire, ça dépend comment vous le voyez. Parce qu'il peut aussi arriver sur la terre ferme pour des personnes qui ont des pathologies. On parle d'OAP. Voilà, encore en plus gros, en rouge pour montrer que c'est vraiment dangereux. Donc pour éviter ça, il faut vraiment aller en profondeur doucement. On ne va pas plonger comme des fous et surtout on va progresser doucement. On ne fait pas des records personnels 10 mètres en 10 mètres tous les jours. Parce qu'on ne va pas avoir eu le temps à son corps de s'adapter à la pression, d'accord? Donc il faut y aller doucement. Il ne faut pas avoir une combinaison qui comprime trop. Il faut éviter de plonger dans le froid. Alors les symptômes, quelqu'un qui ressort essoufflé, il va être gêné, il va avoir une toux grasse, il va cracher, ça va être rosé, blanchâtre, ça peut être mousseux. Alors vraiment si c'est des crachats sanglants là, c'est que c'est encore à l'étape supérieure, donc il y a vraiment une déchirure. Ou quand il va parler, ça peut être grésillant, vous allez voir, ça peut siffler. Il va sentir des douleurs thoraciques, il peut être cyanosé parce qu'il aura moins d'oxygène. Il va avoir une tachycardie. Donc les facteurs favorisants, c'est l'eau froide, l'effort physique, l'hypertension, le stress. L'âge aussi, malheureusement, à partir de 45 ans. Le surpoids. Le matériel, comme je vous ai dit, une combinaison trop serrée. Si on est hyper hydraté, stressé, pourquoi? Parce qu'on est contracté. Les anti-inflammatoires, pourquoi? Parce qu'ils fluidifient le sang. Ils fluidifient le sang, donc forcément ça passe plus facilement à travers les parois. Donc c'est quoi ces anti-inflammatoires? C'est l'aspirine et l'ibuprofène. Donc à éviter avant de plonger. La conduite à tenir, vous savez, où vous allez le voir dans le protocole RIFA de toute façon. Hein. Les gestes à appliquer, la position c'est semi-assise. Pourquoi? Parce que le sang comme ça tombe au fond des poumons, ça va nous laisser toute la partie supérieure pour pouvoir ventiler. Mais la personne va se mettre toute seule dans la position qui l'intéresse. Il faut le mettre sous O2, alerter les secours. Et on pratique une surveillance de ses fonctions vitales. La prévention, souplesse, relâchement, on étire sa cage thoracique, son diaphragme, on se prépare à la ventilation. Progressivité dans la pratique. On évite de plonger, comme je vous ai dit, par exemple son record c'est 30 mètres, allez on passe à 40. Le lendemain, allez on passe à 50. On optimise ses volumes de remplissage pulmonaire, on ne part pas poumon vide. On évite les efforts en profondeur, donc proscrire les compensations forcées, j'en ai parlé avec Valsalva. Matériel adapté, donc attention au masque à gros volume, parce que si on va vouloir mobiliser de l'air pour l'envoyer dans le masque, on peut forcer sur le diaphragme et les poumons. Être attentif aux facteurs de risque, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de poumons, des poumons très fragiles. Et interdire l'apnée poumon vide. Pourquoi? Parce que, imaginez à 10 mètres poumon vide, ça peut simuler presque à 90 mètres. Donc on y va doucement, poumon vide. Alors, l'hypothermie. Alors ça, oui, c'est pas vraiment Boyle McLeod, mais ça peut être une des causes d'accident. Si vous êtes immergé longtemps dans de l'eau, il va y avoir une vasoconstriction périphérique pour ralentir la déperdition de chaleur, d'accord? En augmentant le débit cardiaque. Et donc l'hypothermie, elle, c'est un facteur qui favorise les OPI. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit avant, parce que ça va augmenter le volume sanguin proche des poumons. Donc il y a plusieurs stades de l'hypothermie. Hein. Je vous laisserai regarder ça plus tard. Et donc je vous ai mis en bleu clair ce que l'encadrant doit savoir. D'accord? Pas besoin de poser de questions, vous pouvez voir que votre élève ou même votre copain, votre buddy, il a froid. Les frissons, vous avez tous vu ça. La cyanose, là on commence à arrêter. Hein. Trouble de la conscience, on sait que Roger des fois il n'est pas au top, mais quand même, on le sort avant que ça arrive. Et maintenant, sur la prochaine étape, on va passer à la loi de Dalton.